Alors, dans ce chapitre, nous avons introduit la transformée de Fourier. Alors, dans les exercices, nous avons démontré l'inégalité d'Heisenberg, aussi appelée principe d'incertitude, qui dit qu'il n'est pas possible de connaître précisément la position et la quantité de mouvement, la vitesse. Alors, cette inégalité est parfois mal comprise. On pense à tort que ce qu'elle signifie, c'est que mesurer la position change la vitesse ou que mesurer la vitesse a un impact sur la position. Alors, ce n'est pas exactement ça. Hein. Si on faisait des mesures sur des copies parfaites du système, hein, ce que nous avons démontré en exercice, c'est qu'on a bien l'inégalité. Alors, pour nous éclairer sur cette situation, hein, qui est donc un théorème, hein, j'insiste, ce n'est pas un principe, c'est vraiment on a démontré. Donc, pour nous éclairer sur ce théorème, nous avons Jean-Michel Gillet qui a accepté de venir dans le cours de convergence, intégration et probabilité pour une brève interview. Alors, Jean-Michel est professeur de physique à Centrale Supélec. Il a rejoint l'École centrale Paris en 2004, après être passé au Brookhaven National Lab à New York, au laboratoire de physico-chimie quantique de l'Université de Marne-la-Vallée. Jean-Michel était également très impliqué pendant très longtemps dans les épreuves de TIPE, que vous connaissez, je crois, et il est chercheur au laboratoire SPMS, dirige le département de physique de Centrale Supélec et assure l'enseignement de physique que vous aurez au deuxième semestre. Alors Jean-Michel, tout d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant de revenir sur le principe d'Heisenberg, pourrais-tu nous dire un mot du cours de physique qui aura lieu au second semestre? Alors, ce cours de physique a une ambition doublement originale. La première, c'est de donner en un temps très limité et sous une présentation unifiée, une introduction solide à deux pans de la physique qui ont révolutionné la science au XXe siècle. On le fait dans un ordre antichronologique, en commençant par la physique quantique, qui traite le plus souvent de l'étude d'un nombre limité de particules de très faible masse, telles que l'électron, l'atome. Et puis, on introduit progressivement les expériences fondatrices, puis les concepts et le formalisme, ce que j'appelle les règles du jeu de la physique quantique. On va ainsi jusqu'à la compréhension fine de la structure des atomes, pourquoi le tableau périodique de Mendeleïev a du sens. Et puis, chemin faisant, on découvre l'importance de chacune de ces notions et leur impact technologique. Et c'est là la seconde originalité du cours, le fait que, aussi belles que soient les idées, on a maintenant un recul suffisant pour aussi présenter des applications en électronique, bien sûr, mais aussi en médecine, en archéologie, même en histoire de l'art. Et puis, une fois qu'on a atteint les atomes, on s'est rendu compte qu'il est en fait illusoire de vouloir décrire avec notre pauvre cerveau des systèmes qui contiennent plus d'une poignée de particules. Et la question se pose donc de comment passer à l'échelle, comment par exemple expliquer les systèmes macroscopiques à partir de cette connaissance que l'on a maintenant du microscopique. Et ça, c'est la physique statistique qui s'en charge. Et là, on le devine, la grande application, c'est la thermodynamique qui a porté toute la révolution industrielle avec des prolongements dans ce qu'on appelle aujourd'hui les systèmes complexes. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire en quoi les espaces de Hilbert, la transformée de Fourier, les probabilités sont utiles dans ce contexte et dans ce cours et en physique finalement? Alors, même si j'en parle peu, les espaces de Hilbert, c'est le terrain de jeu des systèmes quantiques. C'est dans ces espaces vectoriels que résident les états des particules. Un état quantique, par exemple les états intriqués, dont on entend de plus en plus parler, et généralement de manière d'ailleurs assez confuse, ces états quantiques sont décrits par des vecteurs. Et ces vecteurs, on les appelle des quêtes et des bras, qui sont leurs conjugués hermétiques. Et puis ces vecteurs, ils évoluent dans un espace vectoriel particulier. Et une particularité, c'est que les comparaisons des vecteurs les uns avec les autres se font par des produits scalaires finalement. Et ces comparaisons, ces produits scalaires, qui ne sont rien d'autre que des coordonnées, sont à valeur complexe. Alors ça donne lieu à des histoires d'interférences, à des calculs de probabilité. Mais ces vecteurs d'état, souvent on aime bien pouvoir se les représenter dans notre espace physique. Donc il faut trouver une base, une représentation confortable. Il y en a une, c'est la base constituée de tous les états des positions possibles dans l'espace physique. Eh bien, les coordonnées des états quantiques de ces vecteurs
dans cette représentation des positions, c'est ce qu'on appelle d'une manière un peu abrégée la fonction d'onde de la particule. On pourrait choisir une autre représentation qui nous porterait à privilégier plutôt les vitesses possibles. Eh bien, le passage des coordonnées de l'espace des positions à l'espace des vitesses, c'est la transformée de Fourier de la fonction d'onde qui nous l'offre. Et autant dire que les espaces de Hilbert donc, constituent le décor formel où tout se déroule. On ne passera pas beaucoup de temps d'ailleurs à admirer le décor, mais la transformée de Fourier, c'est ce qui permet d'explorer les deux visions complémentaires de ce décor, de passer d'une vision à une vision espace des positions à une autre vision espace des vitesses. Alors nous, on a passé beaucoup de temps à explorer le décor. Dans le chapitre 2, on a commencé à le faire. Et puis, à travers les chapitres qui se sont enchaînés, on a beaucoup regardé ce décor. D'ailleurs, dans le chapitre courant, dans le chapitre 9 que vous êtes en train d'écouter, chers élèves, nous avons donc parlé de la transformée de Fourier. Enfin, on l'a défini, vous avez vu comment on a fait, à partir de la transformée de Fourier de mesure. Puis, on est allé chemin faisant vers tous ces concepts. Et du coup, moi, j'ai une question à poser à Jean-Michel, parce que souvent, entre matheux et physiciens, il y a des plaisanteries. Les physiciens disent les matheux coupent les cheveux en quatre, les matheux disent bon, les physiciens utilisent des objets qui n'existent pas, etc. Et du coup, alors c'est une plaisanterie, mais parfois, c'est une plaisanterie qu'on fait entre nous, mais parfois, quand on la fait trop devant les élèves, ils ont l'impression qu'effectivement, il y a presque, sans mauvais jeu de mots, une dualité entre les maths et la physique, et que finalement, en physique, on pourrait se permettre des choses que finalement, on ne fait pas en maths, et voire même que finalement, en maths, on coupe les cheveux en quatre un peu pour rien. La preuve, c'est qu'on n'en a pas besoin en physique. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Jean-Michel? Alors, ce qui est vrai, c'est que chacun poursuit un but qui lui est propre. La physique, c'est une science naturelle, au sens où on y traite des observations qui se manifestent dans la nature. Alors attention, je n'entends pas par là les arbres, les petits oiseaux, mais l'espace physique qui nous entoure et qui peut être totalement artificiel. Mais cet espace-là est soumis à un ensemble de règles avec lesquelles on ne transige pas. Sans toutefois d'ailleurs que ces règles nous soient totalement connues d'ailleurs. Le but de la physique fondamentale, c'est d'ailleurs souvent d'énoncer ces règles. Alors bon, on ne les connaît pas exactement, mais on peut admettre qu'elles existent et qu'on doit composer avec. J'aurais tendance à dire que c'est l'expérience qui commande et qui nous dit si, in fine, nos élucubrations ont du sens ou pas. Et les mathématiciens, eux, sont beaucoup plus libres. Leur terrain de jeu, il est plus grand. Et par cette liberté, ils peuvent élargir le spectre des objets, des situations, explorer des domaines où nous, on ne va pas, du moins pour le moment. Évidemment, le physicien doit se plier simultanément aux règles de l'observation et des mathématiques. Ce n'est pas une frustration, c'est même une source d'émerveillement, comme disait Wigner, de constater l'efficacité déraisonnable des mathématiques, parce que des objets mathématiques, des conséquences de propriétés issues de théorèmes, se mettent à exister soudainement aux yeux du physicien, à la faveur d'une nouvelle expérience, d'une avancée dans des méthodes d'investigation. Mais attention, si la rigueur mathématique n'est pas au rendez-vous, on prend des risques, des gros risques. On peut chercher tout simplement quelque chose qui n'a pas le droit d'exister. Et si le physicien prend parfois une certaine liberté avec les mathématiques, c'est plutôt par abus de langage. Il parle par exemple de la fonction de Dirac, alors qu'il sait bien que c'est pousser le bouchon trop loin. Cet objet a été introduit par Dirac pour permettre des produits scalaires entre des vecteurs d'état qu'on aime à considérer dans des bases continues, mais lorsque Schwartz s'est mis à mettre tout ça au propre, il était trop tard. Les physiciens s'en étaient déjà emparés, mais ils continuent de le faire vivre, de faire vivre cette fonction de Dirac, comme dit je ne sais plus qui, à l'ombre du signe intégral. Donc l'honneur est sauf, finalement. Et on prend aussi quelques libertés héritées de l'électromagnétisme. On sait que l'onde plane, c'est une fonction qui n'est pas de carré intégral. Donc, ceci pose un problème en électromagnétisme parce que l'énergie du coup qu'elle décrit, qu'elle porte même, est infinie. Ça, c'est quand même un souci. Et ça devrait nous interdire de la considérer aussi comme une fonction d'onde acceptable en physique quantique,
alors qu'elle rend parfaitement compte du comportement d'une particule libre. Mais on sait bien aussi qu'une particule vraiment libre, ça n'existe pas vraiment, c'est une idéalisation. Elle est éventuellement libre localement, dans un volume fini, comme nous tous d'ailleurs. Alors, on fait comme si, et ce n'est pas grave, parce que le théorème de superposition en physique quantique nous permet in fine de retomber sur nos pieds en construisant des fonctions d'onde mathématiquement acceptables par sommation continue pondérée d'ondes planes. C'est ce que les physiciens appellent tout simplement une transformée de Fourier, en fait. Merci Jean-Michel pour ce point important. Et d'ailleurs, pour les élèves qui nous écoutent, quand on dit fonction Dirac sous un signe somme, vous, élèves donc de première année à Centrale Supélec, vous appellerez ça dans quelques mois, enfin même dans quelques semaines à ce stade, une distribution et un produit, un crochet de dualité. Donc, oui, c'est simplement finalement un vocabulaire. Je pense que c'est vraiment des prise de liberté plus sur les notations et sur le vocabulaire que sur les concepts mêmes et les objets mathématiques. Alors, tu viens de redire transformée de Fourier, et à ce stade, moi, j'aimerais bien que nous revenions à Heisenberg. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer finalement ce que nous avons démontré? Donc, on a démontré une inégalité. Est-ce que tu peux nous dire finalement ce que signifie ce principe d'incertitude et comment est-ce qu'on peut le comprendre ou l'interpréter? Alors, c'est un peu subtil. C'est comme le chat de Schrödinger, hein. Beaucoup de gens l'évoquent sans vraiment saisir la portée. Alors, d'abord, on ne doit pas se sentir coupable d'être dans l'incertitude. Il s'agit d'une indétermination qui est propre au système. C'est sa faute, pas la nôtre. Et plaisanterie mise à part, j'ai dit tout à l'heure que pour passer de la représentation de l'état d'une particule dans l'espace des positions à ce même état dans l'espace des vitesses, il faut faire subir une transformée de Fourier à sa fonction d'onde. Cette fonction d'onde, elle possède une vertu bien particulière. Son module au carré est une distribution de probabilité. Si la fonction d'onde est exprimée en représentation position, comme j'ai dit tout à l'heure, alors le module au carré, c'est la distribution de probabilité des positions possibles de la particule. Si la fonction d'onde est en représentation vitesse, alors en fait, on parle plutôt d'impulsion, et bon, si elle est en représentation vitesse, disons, alors ce module au carré est la distribution de probabilité des vitesses de la particule. Et on voit que par la fonction d'onde, les deux distributions sont reliées, bien sûr. Mais ce que ça dit surtout, c'est que bien souvent, la particule n'a pas de position et elle n'a pas non plus de vitesse bien définie. Deux particules décrites par la même fonction d'onde ne seront presque jamais, je devrais dire en fait jamais, mesurées au même endroit. Pas non plus avec la même vitesse d'ailleurs. Tout ce que je peux dire, et tout ce que je peux faire même, c'est pas prédire là où la particule sera trouvée, mais avec quelle probabilité elle y sera trouvée. Et lorsqu'on a une loi de proba, c'est formidable. On peut par exemple prédire le résultat moyen d'un très grand nombre de mesures. On peut dire quelle est la dispersion à laquelle on peut s'attendre autour de cette moyenne. Et ce que les propriétés des transformées de Fourier nous apprennent, c'est que le produit des écarts types, ou des écarts quadratiques moyens bien sûr, dans l'espace des positions et dans l'espace des vitesses, ce produit, il est forcément borné par valeur inférieure, c'est-à-dire que plus je réduis un des écarts types, plus je concentre par exemple la distribution de probabilité dans l'espace des vitesses, dans l'espace des positions, pardon, en confinant par exemple la particule dans un espace limité, plus sa distribution de probabilité des vitesses sera, elle, étalée. Et donc, mieux je saurai où se trouve la particule, moins sa vitesse sera déterminée. Donc, moins je pourrai connaître sa vitesse, évidemment. Donc, plus grande sera l'incertitude sur la vitesse. Et c'est en fait l'indétermination sur sa vitesse. Et cet aller-retour, position, impulsion, est assez cher à mon cœur, car c'est justement là que j'évolue aussi dans mes travaux de recherche. Je situe mes modèles théoriques entre la physique sur accélérateur, qui nous informe sur la probabilité de vitesse des électrons, et la chimie quantique, qui aime à explorer où sont les électrons dans les liaisons
qui effectuent les atomes entre eux, dans les molécules ou dans les solides. Donc, je suis exactement, justement, à cette schizophrénie position-impulsion. Merci beaucoup Jean-Michel, d'abord de nous avoir décomplexé sur cette incertitude et puis de nous avoir éclairé d'une part sur ce principe d'incertitude et plus généralement sur les liens entre ce cours de convergence, intégration, probabilité et le cours de physique qui aura lieu donc au second semestre. Donc merci d'avoir participé à ce cours, Jean-Michel, de CIP. Et avant de nous quitter, je voudrais attirer l'attention des élèves sur ton ouvrage Application Driven Quantum and Statistical Physics. Donc, c'est 3 tomes, dont le dernier, sauf erreur, est paru cet été. Et c'est un moyen d'entrer dans la physique à partir d'applications simples à comprendre, certes, mais également des concepts qui, eux, ne sont pas si simples et sont même un peu compliqués, hein, en tout cas vu du mathématicien. Et donc, je vous invite, si vous êtes intéressé par ces sujets, et j'espère que vous le serez, à regarder ces 3 ouvrages remarquables de l'auteur Jean-Michel Gillet. Lors du prochain cours, nous parlerons de vecteurs gaussiens. Je vous souhaite donc une très bonne semaine. Et encore une fois, Jean-Michel, merci beaucoup pour ton intervention. Merci.